Chers auditeurs et auditrices, Boker Tov, quel plaisir de vous retrouver sur Radio Futé comme à l'accoutumée. Vous êtes peut-être déjà en train de découvrir les visages de ce dimanche matin sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue, on va être galant, mon cher Greg. Nous allons souhaiter la bienvenue à Ronit Cohen-Simoni, psychanalyste, qui nous fait le plaisir aujourd'hui à répondre dans un instant à un tas de questions. Nous allons parler de titres vraiment intéressants aujourd'hui, à savoir l'addiction, mais ce qu'on appelle également la dépendance, mais aussi l'interprétation donc des rêves. C'est tout un monde. Pourquoi, mon cher Greg de Mashkenta, as-tu choisi aujourd'hui une telle invitée? Déjà, Boker Tov, Shavuot Tov, on va encore souhaiter le Fouach Lema à ma maman, comme d'habitude. Bezrat Hashem. Et ensuite, parce que ça n'a absolument rien à voir avec le crédit immobilier, mais je pense que Ronit a intérêt enfin, la communauté française a intérêt à la connaître, parce que c'est quelqu'un de très intéressant, qui connaît très bien son métier. Et voilà, et je demandais de venir à l'émission, et elle est venue. Eh ben, c'est très gentil. Il y a déjà un petit moment que vous lui avez posé la question, parce que je sais que son emploi du temps est très chargé. Elle est venue à Jérusalem Express ce matin. Voilà, ça fait un petit moment que je demande de venir, et voilà. Kola Kavod. En tout cas, soyez la bienvenue. Merci beaucoup, Greg. Bonjour, Ronit Cohen-Simoni. Vous arrivez donc depuis notre sainte capitale indivisible et éternelle. Voilà, exactement. Baruch Hashem. Ça fait plaisir. Alors, le titre de cette vidéo, je sais que vous avez l'habitude des plateaux de télévision, mais pas de radio, donc on est complètement à l'aise. Voilà, et vous le prouvez en tout cas. On va parler d'addiction. Alors, l'addiction, c'est la dépendance. Apparemment, chaque être humain est assez dépendant de quelque chose. Mais comment on l'est indépendant, comment on arrive à avoir une addiction, à savoir qu'on ne peut pas peut-être se passer de quelque chose? Est-ce que réellement tout un chacun le sait? Est-ce qu'il connaît son addiction, sa dépendance, ou ça peut passer à travers et sans s'en rendre compte, on peut être addict? Alors, déjà, c'est vrai qu'on a tous une personnalité qui est une personnalité dépendante. C'est-à-dire que nous avons besoin de l'autre pour vivre, en général. Et en général, on a besoin d'une relation, c'est-à-dire que l'autre être humain, qui nous permet à être épanoui dans notre vie. Après, la dépendance, bien malheureusement, elle va peut-être se développer à travers des objets, à travers des produits. Et tant que c'est un usage qui ne va pas nous faire de mal, donc il n'y a aucun problème. Il y a des personnes qui boivent du café tous les matins, les cigarettes, etc. Mais malheureusement, de plus en plus, on se rend compte que quelquefois, on devient ce qu'on appelle addict, c'est-à-dire que si on n'a pas notre café le matin, ou si on n'ouvre pas nos réseaux sociaux, à propos des réseaux sociaux que j'aime, entre guillemets, 10 fois par jour, vous ou allez alors être servi aujourd'hui. la première chose qu'on fait le matin, plutôt que de dire bonjour à nos enfants ou notre conjoint. Alors dans ce cas-là, on commence à se poser une question en se disant, mais comment ça se fait que je ne peux pas sans? Ou alors quand on va aujourd'hui, on se rend compte aujourd'hui qu'on va voir des amis, on va prendre un café, on va au resto et qu'on est obligé toutes les 2 minutes d'ouvrir notre portable pour en même temps être à un endroit et à l'autre. Alors ce sont des comportements qui commencent vraiment à devenir, je vais dire, un peu anormal quelque part. Anormal. Vous ne pensez pas que c'est de l'autosatisfaction, à savoir je suis peut-être pas une star, j'aurais aimé être une star et je le suis dans ma localité parce que je fais un selfie, parce que je montre où je suis, parce que je vais partager une bonne tarte que je viens de réaliser? C'est pas ça, c'est pas de l'autosatisfaction que ces personnes rechercheraient grâce aux réseaux sociaux? Alors c'est une recherche sans cesse de satisfaction, d'autosatisfaction. Si jamais on vérifie ce que ça nous fait au niveau du cerveau, on va se rendre compte qu'en fait, ça passe par un circuit très simple qui s'appelle le circuit de la récompense. Donc on cherche une récompense tout de suite. Et ce circuit de la récompense, en fait, c'est un circuit qui existe depuis notre jeune enfance. Le bébé, quand il va boire son biberon, il va tout de suite avoir ce circuit de la récompense. Quand on devient de plus en plus adulte, normalement, ce circuit est censé s'élargir et devenir bien plus complexe, avec beaucoup plus de neurones, où à ce moment-là, ce n'est plus une récompense instantanée que je cherche, mais c'est aussi une relation avec des sentiments, avec un environnement qui va faire que je vais recevoir une certaine récompense, mais qui va me prendre du temps. Par exemple, je vais aller en salle de sport
ou alors je vais étudier, je ne vais pas avoir ma récompense tout de suite. C'est possible que ce soit que dans 3 ans que je vais recevoir mon diplôme, et là, ma récompense va arriver. Aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, la génération d'aujourd'hui n'est pas capable, ou a plus de difficultés en tout cas, à attendre une récompense éloignée. Elle va vouloir sa récompense tout de suite. Et donc, c'est vrai, si jamais je fais un selfie, le fait qu'on va me faire un like, eh bien, je vais tout de suite avoir ce circuit de la récompense qui va me lâcher, et là, je parle d'addiction, qui va me lâcher de la dopamine. La dopamine, c'est exactement le même produit qui est lâché dans le noir, dans le cerveau, la même qu'on reçoit quand on utilise de la cocaïne ou d'autres drogues, ou de l'alcool, exactement la même hormone du plaisir. Le problème, c'est que du coup, on va chercher sans arrêt des actions qui vont nous donner cette récompense extrêmement rapidement. D'où Candy Crush, je ne sais pas si vous connaissez les jeux un peu débiles, mais du coup qui vont nous donner dopamine, qui vont nous donner du plaisir. Qu'est-ce que, pardonnez-moi de vous interrompre, chère Madame Cohen-Simoni, qu'est-ce qui apporte justement cela? C'est la lumière. On est attiré quand on est face à un écran ou face à un jeu. Les neurones, elles sont attirées par quoi réellement? Alors, les neurones sont attirés par je t'aime. Ah oui? C'est-à-dire qu'on cherche à être aimé, on cherche à être reconnu aux yeux des autres. Et le fait qu'on nous met des likes, ou que on se rend compte que 58 personnes viennent de regarder ma photo et ont aimé ma photo, ça veut dire que je suis quelqu'un. Je me sens quelqu'un à travers l'œil de l'autre. Malheureusement, c'est pas vraiment l'œil de l'autre. La personne chère à mes yeux, mon conjoint, mes enfants, c'est un autre que je connais même pas. C'est ça. Et du coup, ça va créer un malaise. Parce que je vais sans arrêt avoir, soi-disant, cette reconnaissance de l'œil de l'autre, mais en même temps, l'autre, je le connais pas, et du coup, ça va pas durer longtemps. Alors que si jamais, par exemple, je pars en vacances avec mes enfants, ou une personne qui m'est chère, ou des amis, cette récompense que je vais recevoir grâce à nos émotions partagées, à nos joies partagées, elles vont rester à l'intérieur de moi et je vais me construire à travers ça, étape après étape. Je vais me souvenir du fait que je me suis sentie extrêmement aimée, appréciée à travers les autres, ce qui va me permettre de continuer. Malheureusement, le like, c'est vrai qu'il va me donner une récompense extrêmement rapide, mais il va aussi très vite disparaître de mon ressenti. Et donc, je vais être dépendante à un autre like. C'est ça. C'est comme si c'était un trou sans fond. Et que du coup, je n'arrivais pas à me sentir vraiment appréciée, quelqu'un, vu à l'œil de l'autre, parce que ce sont des autres qui sont là, à travers les réseaux, mais qui ne sont pas vraiment là. Le gros problème des réseaux sociaux. Le gros problème du fait qu'aujourd'hui, les jeunes ont 250 copains et messages sur leur WhatsApp, et que combien sont vraiment pour eux? C'est ça. Ça, c'est vraiment, on peut méditer sur cette dernière phrase-là. Combien sont réellement pour eux? Et d'un autre côté, il y a perte aussi, non? Quand on parle de conjoints, d'enfants, et qu'on est dirigé justement vers ceux qu'on ne connaît pas, comme vous veniez de nous expliquer, Ronit Cohen-Simoni, je rappelle, vous êtes psychanalyste. Là, à ce moment-là, c'est quoi? C'est un dédain de ses proches vers les autres? C'est pas un dédain. Je pense que c'est une recherche de facilité. On est aujourd'hui dans une société qui est instantanée. Et donc, mon conjoint et mes enfants, ça va pas toujours être une récompense. Faut bien se rendre compte de la réalité. Ça va être plus compliqué. Il va falloir que je m'efforce d'être une personne agréable. Moi, personnellement, quand je rentre après le boulot, mes gosses, je ne sais pas s'ils sont contents de me voir parce que je ne suis pas tout le temps souriante. Donc pour Crevé, fatigué, on supporte pas le bruit, mais eux, ils ont envie de vous raconter donc leur journée. C'est au moment où on devrait être, entre guillemets, beaucoup plus psychologue et prendre la sablanoute. En tout cas, c'est vrai, la patience de pouvoir les écouter. Et c'est la fatigue qui, apparemment, prend le dessus parfois. Exact. Et donc, c'est une récompense qui va prendre beaucoup plus de temps. Alors que si je joue, au lieu d'écouter mes gosses, ou si eux, ils vont jouer, plutôt que de se taper, excusez-moi la phrase, leur mère qui est compliquée, eh bien la récompense va venir bien plus vite. Donc je vais avoir plus de likes et je vais tout de suite me sentir bien, alors que si jamais je suis avec mes frères et sœurs ou avec mes amis ou avec ma mère, ça va être plus compliqué d'avoir une relation agréable qui va demander, donc comme je le dis, des neurones plus complexes, etc., pour avoir un circuit plus complexe dans le cerveau jusqu'à avoir cette dopamine que je recherche. Le gros problème des jeunes aujourd'hui,
c'est que donc ils sont en recherche de relations, c'est que tous les réseaux sociaux, les portables nous font la pub du fait qu'on peut être toujours relié à tout le monde avec grand-mère à, je sais pas, à Tombouctou, etc., etc. Nous prônent la relation parce que c'est vraiment c'est une valeur importante et qu'ils ont un mal-être parce qu'ils ont beau se sentir en relation, ils se sentent vides, sans relation. C'est-à-dire que ça leur échappe. Ils croient avoir des amis, mais ils ne sont pas vraiment présents avec eux. Quand je vais avec des amis au resto et que je suis censée passer un bon moment, mais qu'en même temps, toutes les 2 secondes, mon ami, il est sur son téléphone à être en contact avec quelqu'un d'autre. C'est terrible. Hein. Alors c'est avec moi ou c'est avec lui Qu'il a un rendez-vous, mais c'est vrai. Mais ça, on le voit, malheureusement, on analyse ça. Hein. Dans certains restaurants, il y a des fois 2 couples, hein. Ils sont ensemble et on voit chacun avec le portable. Je veux dire, vous vous rendez compte qu'on est obligé maintenant, en quelque part, j'ai envie de dire, de s'auto-éduquer à nouveau. Attends, je suis avec mon épouse, ben, c'est le moment avec elle, je suis à 100% avec elle. Je suis là au boulot, je suis 100% au boulot. On parlait de ça hein, avec Greg, je crois, la semaine dernière, de se concentrer où je suis, au moment où je suis, quelque part, eh bien, je me concentre à où je me trouve et par rapport en même temps à la personne qui se trouve avec moi. Mais pas faire 1000 choses à la fois. C'est bien de faire 1000 choses à la fois, mais quand on n'a pas quelqu'un à côté et qu'on est seul enfermé dans son bureau. Non, je pense que vous êtes d'accord avec ça. Et du coup, maintenant, on a ce qui s'appelle une fluidité de la présence. C'est-à-dire qu'on n'est plus présent entièrement quelque part ou face à quelqu'un. C'est totalement, on parle même de début de télétransportation en fait. C'est-à-dire je suis là et je suis en même temps quelque part ailleurs. Ça peut être magnifique parce que c'est vrai, comme vous dites, on peut faire plein de choses en même temps aujourd'hui. On est comme un surhumain qui est capable de faire une tonne d'actions. Mais dans la qualité du relationnel, eh bien, on perd en qualité. Et du coup, on recherche sans arrêt quelque chose d'autre. C'est ce que les jeunes... Le pire, c'est que les jeunes sentent une solitude sans pouvoir mettre le mot dessus. Parce que s'ils avaient un jeune qui est seul et qui dit « je me sens seul », alors automatiquement, que ce soit en action ou que ce soit psychiquement, il va avoir ce qu'on appelle des mangenone agana, alors, je trouve le mot en français. Manganon, c'est quoi? C'est comme... il va trouver en lui-même, dans sa personnalité, des moyens de résoudre sa solitude. D'accord. Okay, mais malheureusement, il n'arrive pas à dire « je suis seul » parce qu'il croit qu'il est entouré, étant donné qu'il a je ne sais combien d'amis. Et donc, cette solitude, c'est pas possible de la gérer. Oui. Il n'arrive pas à mettre le mot dessus, et du coup, il ne peut pas non plus la gérer au niveau psychique et au niveau même comportemental. Oui. Il le sait pas. C'est comme si ça y était, mais il le savait pas. Donc ils ont juste un malaise, comme ça, quelque part, qui fait que malheureusement, arrivent au cabinet de plus en plus de jeunes avec des dépendances au cannabis, par exemple, marijuana. Ils en arrivent à ça? Oui, bien sûr. Wow. De plus en plus, surtout qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'en Israël, étant donné qu'on est le pays qui n'arrête pas d'évoluer, nous sommes le premier pays dans la recherche du cannabis aujourd'hui, au niveau recherche médicale. Donc ça embrouille un peu les jeunes. Ce qu'on appelle le cannabis refouille. Refouille, exactement. Il faut comprendre que tous les pays du monde viennent en Israël pour étudier et apprendre comment utiliser le cannabis au niveau médical, dans la médecine. Exact. Le problème, c'est que quand on entend sans arrêt cannabis refouille et que ça descend tout doucement dans les rues et chez les jeunes, bah, ils se disent, bon, cannabis refouille, donc c'est refouille. Refouille, c'est quoi? C'est médical, donc je suis tranquille. Donc si je me sens pas bien et que je prends du cannabis refouille, c'est bien, quoi. C'est médical. Oui, c'est médical, c'est ça. Voilà. Je suis dans le bon chemin, c'est pour me soigner. Voilà. D'accord. Mais il fait vraiment du mal, ce cannabis? Qu'est-ce qui fait du mal? C'est la substance ou le fait d'en devenir indépendant? Dépendant, pardonnez-moi. C'est pas la substance, encore une fois. Donc moi, je suis spécialisée dans tout ce qui est dépendance et tout ce qui est donc drogue aussi, hein, même dure, pas que les petites dépendances comportementales. Et moi, en tout cas, ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'il n'y a aucun problème avec aucune drogue. C'est-à-dire, c'est vrai, ce sont des substances qui existent dans le monde, qui sont extrêmement positives, quelquefois, il faut bien le reconnaître. Quand on parle d'héroïne, l'héroïne, c'est quoi? C'est la morphine qu'on donne en hôpital. Si on n'a pas de morphine, très souvent, une personne de douleur ne pourrait pas supporter. Pareil avec le cannabis. C'est vrai que le cannabis refouillé médical est très prometteur, en tout cas au niveau de la recherche aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas parce qu'il y a des substances qu'elles peuvent être données à tout le monde et à n'importe qui. Elles peuvent être très positives pour certains et très dangereuses pour d'autres. Alors justement,
Oui, alors voilà, pour les jeunes, et ça s'enchaîne très bien, Ronit Cohen-Simoni, psychanalyste, je le rappelle, on parle des jeunes, on a parlé donc d'addiction, de certaines drogues, etc., qui sont médicales ou pas, et la rétaline, alors justement pour les enfants, grand sujet, beaucoup apparemment de professeurs, je ne sais pas pourquoi ça n'existait pas avant et on n'en parlait pas, j'ai l'impression que certains professeurs maintenant dans les écoles se prennent pour je ne sais pas quoi. Est-ce qu'ils ont eu des stages? Est-ce qu'on pousse à la rétaline pour être beaucoup plus tranquille? Est-ce que c'est un moyen justement quand on a un enfant qui veut énormément s'extérioriser et peut-être fait un peu plus de bruit que les autres, ou un enfant qui a des réactions, je ne sais pas, j'ai envie de dire beaucoup plus intelligentes. On a vu chez beaucoup de personnes voilà, connues, intelligentes, qu'ils étaient plutôt, on en a parlé hors antenne, pas nerveuses, pas... Ce sont des vous a- personnes en général, Oui. quand on parle d'hyperactivité. Voilà, garçons, hyperactif. enfants, Voilà, il y c'est a ce que je voulais dire, différentes- tout à fait. Il y a différentes sortes d'hyperactivité. Des fois, ça se voit au niveau comportemental, mais des fois, on va voir quelqu'un d'hyperactif qui est très calme, Mhm. mais au niveau de son cerveau, Ah, qui ça va va aller être vite. beaucoup plus associatif, qui va pas aller suivre une ligne de raisonnement, mais son raisonnement va le faire sauter à un autre raisonnement et à un autre. En général, ce sont des personnes extrêmement intelligentes. D'accord. Alors dites-moi, alors la rétaline, vous êtes pour Alors. ou contre? Et est-ce que quelque part, c'est pas cassé justement cette intelligence-là de cet enfant qui saurait, voilà, peut-être qui se fait remarquer plus qu'un autre Mhm. par rapport à son comportement? Alors, c'est une question compliquée, je suis ni pour ni contre. C'est Mhm. l'atout d'être psy. En général, ils font et puis du coup, ils donnent jamais d'avis. Ah, Voilà, ouais, c'est un peu dur hein, en termes de radio de faire. Ouais, ça décrocherait vite là. Hein. Alors, en plus de ça, on va confirmer avec notre chère Laura Krenz qui nous met en onde sur les réseaux sociaux. Je vais en profiter hein, de lui dire un petit bonjour. Bonjour Laura, il y a du monde hein, aujourd'hui. Oui, bonjour Charles, effectivement il y a beaucoup de monde sur le live. N'hésitez pas, vous pouvez d'ailleurs poser vos questions si vous avez des questions bien précises à poser à Ronit, qui on le rappelle hein, est psychanalyste. N'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour les poser en direct. Voilà, et j'ai donné le temps, en tout cas à la psychanalyste justement, de penser à la réponse. Je vais répondre. Comme ça, il n'y aura pas de 1-1. Je vais répondre, je ne vais pas faire mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est-à-dire que je suis ni pour ni contre, ça va dépendre du cas. Donc je vais expliquer. Encore une fois, la rétaline, donc c'est aussi une substance, d'accord. Et les problèmes des substances, comme j'ai dit, il n'y a pas de problème dans les substances, elles sont ou bonnes ou mauvaises, ça va dépendre de l'usage ou de l'abus. C'est-à-dire, c'est pas elles qui sont problématiques, c'est la manière dont on va les utiliser. La rétaline peut être très importante et peut même empêcher un enfant à aller vers une drogue comme du cannabis refoui ou du cannabis tout court. Il y penserait un Pour enfant c'est d'aller vers ça? inconscient, c'est Ah pas oui. qu'il y pense, c'est que si jamais tout d'un coup il va en trouver et que du coup ça va le calmer et que du coup après avoir fumé un joint par hasard parce que c'est un ado et que tout d'un coup on lui a proposé un joint, il va se rendre compte qu'à l'école il est beaucoup plus calme et que les profs sont contents de lui. Ah ouais, de manière inconsciente, il va reprendre un autre joint et il va s'auto-médicaliser. Avec du cannabis, c'est pas de manière médicale, c'est-à-dire qu'il va faire un peu ce qu'il veut comme il veut, ce qui peut être dangereux. Bien sûr. Et ce qui peut être petit à petit addictif. Donc ça va dépendre du comment. Maintenant, c'est vrai que la rétaline, c'est une substance, et c'est une substance, comme on dit, qui n'est pas des moindres. Ça va dépendre de l'enfant, c'est-à-dire que si un enfant est hyperactif, mais qu'il est épanoui, qu'il n'a pas des super notes à l'école, c'est-à-dire que pour l'école, c'est pas... D'accord, c'est pas un génie. Les profs préfèrent d'autres enfants beaucoup plus calmes, beaucoup plus attentionnés à ce que les profs disent, et lui, ben non. Mais si jamais ça ne va pas lui poser de problème, qu'en gros, il va quand même réussir ses études, bon, c'est pas la peine de lui donner de la rétaline. Par contre, si jamais le fait de ne pas correspondre aux demandes de la société, à ce niveau-là, aux demandes de l'école, parce que pour l'instant, la société, pour lui, au jour le jour, c'est son école, et que le fait de ne pas correspondre, ça va lui faire se sentir... inférieur. Exact. Il va étudier, il va quand même pas réussir au niveau des notes, pas parce qu'il n'est pas intelligent, c'est parce que l'école a vraiment une certaine manière d'enseigner qui ne correspond pas à tout le monde du tout. Et que du coup, il va étudier et il va recevoir des mauvaises notes et qu'il va se dire « je suis nul, je suis nul, je suis nul ». Qu'à chaque fois, il va se retrouver en dehors de la classe plutôt qu'à l'intérieur de la classe. Il va dire « moi, je ne suis pas comme les autres ». Et que du coup, on va rentrer dans un genre de cercle vicieux où cet enfant-là ne va pas réussir à grandir comme il faut. Alors, je pense que la rétaline, là, il vaut mieux la donner. D'accord. Je peux même vous donner un exemple. Moi, mon fils est hyperactif. Depuis qu'il est bête, c'est-à-dire qu'en CE1, c'est ça? Oui. Déjà, on m'a demandé de lui faire un IFROUN, c'est-à-dire un examen pour vérifier.
Et en effet, le neurologue nous a dit oui, votre fils est, Hyperactif. en tout cas, il a un caractère hyperactif. Je le ressens tous les jours à la maison. si tu veux. Et vous avez accepté donc de lui donner la Et Ritaline? non, je n'ai pas accepté. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais voir. Mhm. Donc j'avais l'ordonnance et j'ai attendu. Et donc ça s'est très bien passé à l'école. C'est vrai que c'est pas un enfant qui est tout calme. Donc il y a certains professeurs pour qui c'est plus difficile que d'autres. Mhm. Il répond, etc. Mais jusqu'en Kita Zain, Oui. c'est-à-dire au moment de passage Au lycée. au lycée, Mhm. au collège, au lycée, ouais. Ça s'est plus ou moins bien passé. Il avait des notes pas magnifiques, mais des notes Dans la moyenne. Ouais, Mhm. pour moi, ça me suffisait. Il était très épanoui, il a des amis, etc. Donc ça allait. Par contre, quand il est passé au collège, nous avons aussi déménagé. Et les demandes du collège étaient bien plus élevées. Il est rentré dans un collège assez élevé. Et là, ses notes ont chuté complètement. Il n'avait pas un seul ami parce qu'il était le seul à passer dans ce collège-là, étant donné qu'on avait déménagé. Il n'avait pas non plus d'amis aux alentours. Et il revenait à la maison en me disant « je suis nul. Oh. Et on n'aurait pas dû déménager. Et pourquoi tu m'as mise dans ce lycée ?» Il avait quel âge à ce moment-là, pardonnez-moi? 12 ans. 12 ans, d'accord. Mhm. Cette école, c'est que pour les bons. Moi, je suis pas bon. Oh là là là. Et là, je me suis dit mince. Ah oui, Je veux pas que ça touche à son assurance. bien sûr. Pour moi, c'est pas les notes qui sont importantes. En tout cas, personnellement, c'est pas la fin. Il faut quand même réussir. Il faut avoir son bac, mais bon, c'est pas. Et même, on a tellement vu des personnes faire un Exact. apprentissage Pareil. ou même un pré-apprentissage en France et qui aujourd'hui sont, on va dire, PDG de plusieurs boulangeries ou de grandes chaînes Tout à fait. de restaurants. D'accord. Je veux dire, on Exact. voit, je crois que le plus important pour un enfant, c'est d'être heureux. Je veux dire, s'il est bien chef de cuisine C'est ça. ou mécanicien, et il peut également, mieux qu'un salaire, dans l'administration, et il n'aura pas suivi effectivement le processus normal, parce qu'il ne convenait pas à ce processus normal, Oui, peut-être. tout à fait. De toute façon, Rien ne veut rien dire. c'est un hein. autre sujet, Ouais, ouais. mais l'école aujourd'hui est plus du tout adaptée à la société d'aujourd'hui. Vous le Et- pensez? Tout à fait. Ah, bien sûr. C'est pour ça que de plus en plus, moi je sais que j'ai des jeunes adolescents qui n'arrêtent pas de regarder à la télé des émissions Mhm. de jeunes qui réussissent déjà leur vie, qui gagnent plus que moi, parce qu'ils ont développé, chaque jeune à l'âge de 16 ans, ce qu'ils ont envie à travers les réseaux sociaux, ils font de l'argent, et puis... Ah, donc c'est pas si mal, hein, les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai, il faudrait que j'y pense. J'en ai profité. hein. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'époque, l'école, c'était la science, c'est-à-dire que le professeur tenait la connaissance. C'était à Mhm. travers le professeur qu'on avait la connaissance. Aujourd'hui, on n'a plus besoin du professeur pour la connaissance. Connaissance, ça se trouve dans Google. Par contre, on a besoin du professeur pour la relation à travers la connaissance. D'accord. C'est-à-dire que la connaissance sans une personne qui va à l'état vert, qui va L'état vert. nous, Je cherche le mot. Je Ouais, cherche. moi aussi je cherche. qui Ouais, ouais. va nous l'expliquer. Qui va faire Oui. l'intermédiaire. À l'intermédiaire. Qui va être l'intermédiaire Mhm. de cette connaissance, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une personne en qui on a confiance pour entendre cette connaissance, pour comprendre cette connaissance. Mais malheureusement, le professeur d'aujourd'hui, il est encore à l'ancienne, on va dire. J'ai compris. Alors moi, ce qui m'intéresse, Ronit Cohen-Simoni, c'est de revenir juste sur ce cas, avant de développer autre chose, sur la Ritaline. Est-ce qu'on a suffisamment aujourd'hui un réca, ce qu'on appelle en hébreu, Tu recules. voilà, du recul, pour dire, ben voilà, effectivement, sur tel enfant, heureusement qu'il a pris de la Ritaline, parce que ça l'a quelque part, et je pèse mes mots, canalisé, parce qu'apparemment c'est ce qu'on veut faire, hein, c'est canaliser un enfant vers quelque chose de bien précis pour qu'il évite quelque part de s'éparpiller, vu son caractère comme ça, excité, si je peux me permettre de l'exprimer comme ça. Et voilà, est-ce que c'est bénéfique ou pas pour certains? Alors ça peut être extrêmement bénéfique. Si, parce Mhm. qu'un enfant, par exemple, qui se sent en échec scolaire et tout d'un coup prend de la Ritaline et se rend compte qu'en fait, il réussit. Ouais. Donc ça peut lui donner énormément confiance en lui. Mais je pense que ce qu'il faut vérifier au niveau de la Ritaline, c'est en fait la confiance en soi, D'accord. pas les notes. Mhm. Si un enfant a confiance en lui, c'est peut-être pas obligatoire. Ou en Non, tout mais cas, il ne veut faut pas attendre. décevoir. Un enfant ne veut pas décevoir. S'il n'est pas comme les autres, il n'a pas de Alors, bonnes notes donc et que les ça- parents oui, leur donc ça, leur c'est disent, pour les parents. c'est un échec pour lui. C'est C'est aux la Ritaline parents. pour les parents. Eh oui. Voilà, Ah. c'est ça. Ouais, mais Exactement. oui, d'accord. Mais c'est vrai que c'est difficile quand tu as ton enfant qui revient et qui va te dire attends, je réussis pas spécialement je suis nul, mais j'ai pas les notes comme les autres ou je comprends autrement. Mais ça, c'est le parent qui doit faire un travail sur lui. Il ne pas D'accord. être déçu de son enfant parce qu'il n'a pas eu 85. Mhm.
Mais c'est sûr que si l'enfant voit la déception de son père ou de sa maman dans les yeux de ses parents, Oui, c'est la catastrophe. c'est catastrophe. J'ai compris, j'ai compris. On arrête ça comment, la Ritaline? Ça, à quel âge en général? Quelqu'un peut être sujet, parce que vous parliez d'addiction. On peut devenir addict justement de cette Ritaline. Et qui dose la Ritaline Alors, par rapport à l'âge et à l'enfant? Aujourd'hui, par exemple, moi, je donne des conférences à l'université de Jérusalem Oui. sur l'addiction. Et bien entendu, je parle de la Ritaline. Pas pour rien, je parle de la Ritaline parce que je sais que j'ai des étudiants face à moi qui abusent de la Ritaline, qui ne sont pas du tout hyperactifs, Mhm. mais qui ont un stress énorme au niveau des notes quelquefois, des étudiants qui travaillent aussi en parallèle, et qui pour réussir vont abuser de Ritaline. Et donc, oui, ça peut être extrêmement Pour dangereux. réussir. Pour réussir. Ça veut dire c'est une technique? Ça veut dire quelqu'un qui serait même pas spécialement, qui en aurait le besoin? Elle vous provoque quoi? La concentration? Exact. Ça va vous permettre de vous concentrer de manière plus longue. Mhm. Putain, je devrais en prendre avant les émissions quand j'ai 6 invités que j'enchaîne tous les dimanches. 3-4 heures d'affilée, même Mhm. 5 heures d'affilée, chose Ouais. que par exemple, peut-être que vous, en tant que personne, votre personnalité ne vous permet pas de faire ça. Maintenant, il y a des effets secondaires. Il y a Lesquels? ce qui s'appelle par exemple le rebound. C'est-à-dire qu'après que la Ritaline ait fait son effet, il y a un sentiment de déprime, de down, de Ah oui. dicaon, Déprime. oui, de Ouais, c'est la de- déprime. Ça veut dire quoi l'enfant Ça peut même être... il y a même des personnes qui ressentent de la paranoïa. Oula. Donc il faut quand même comprendre qu'en fait, on utilise un produit pour devenir, encore une fois, je reprends ce terme, des surhumains. On n'a pas besoin d'être surhumain. On doit être nous-mêmes. Et aussi, on doit se connaître. C'est-à-dire que quand on parle de développement personnel, on doit apprendre qui nous sommes, surtout à l'adolescence ou les Mhm. étudiants, qui nous sommes pour savoir ce qui nous correspond, et pas utiliser n'importe quelle drogue d'ailleurs, Mhm. pour être quelqu'un d'autre. J'ai compris, parce que même cette Ritaline-là, j'ai entendu dire, pour certains cas d'enfants, n'ont plus d'appétit, ne mangent plus. Alors ça, c'est pour tout le monde. Oui, la Ritaline, c'est comme n'importe quel médicament. Vous prenez un Acamol, vous avez les effets que vous voulez, et puis à côté, il y a 36 000 effets secondaires. Ce sont tous les médicaments que vous prenez qui Mhm. sont comme ça. Donc la Ritaline coupe l'appétit. Alors, C'est-à-dire- oui, Ouais. oui, oui. Incroyable. En tout cas, il y a beaucoup de monde. Aujourd'hui, je le vois sur les réseaux sociaux. On va se retourner vers notre chère Laura Krentz, qui représente la société Média Plus. Il y a des commentaires. Je crois qu'il y a même peut-être une question. Bon, j'ai du mal à le voir de loin, vu que l'écran est loin. Vous allez nous aider, chère Laura. Oui, on a 2 commentaires là pour l'instant, un de Marlène qui nous dit en fait l'enfant est rejeté surtout parce qu'il ne rentre pas dans les normes, donc il revient Exact, bien à ce que vous tout à disiez fait. tout à l'heure. Et Ruben qui nous dit ma scolarité a été un échec total. Je travaille actuellement sur une web radio. Voilà. C'est Radio Futé. Pourquoi pas, Radio Futé. Radio Futé vous salue bien bas. Voilà, exactement. Donc, on aimerait bien savoir, Ruben, justement, votre scolarité a été un échec total. Pourquoi, justement? Parce que on ne vous a pas diagnostiqué hyperactif. Comment ça s'est passé? Donc, on aimerait bien en savoir un petit peu plus. Et, Parce que peut-être il a pris de la Ritaline où il ne fallait pas qu'il en prenne. Il y a Ouais. trop lieu de gamme. ouais, exactement. Et après, bon, on a des petites remarques aussi au niveau du micro, si vous avez la possibilité de parler un petit peu plus fort. d'accord, je vais essayer Et de parler vous plus aussi, près Greg, du quand vous micro. intervenez, on aimerait vous entendre. Eh bien, très bien, il n'y a pas de problème, on va résoudre cela avec grand plaisir. Très bien, oui. Voilà. Donc oui, les normes sont très importantes et en même temps très peu importantes. C'est-à-dire que ça va dépendre de la société, la famille dans laquelle l'enfant grandit. Si c'est très important pour les parents, alors l'enfant va se sentir vraiment déstabilisé, vraiment hors norme et va se sentir pas une personne, quoi. Et dans ce cas-là, il faut peut-être en donner. Par contre, si jamais on est une famille qui se rend compte que notre enfant a beaucoup d'autres qualités en dehors de l'école et que, comme vous avez dit, c'est pas l'école qui va faire l'enfant, dans ce cas-là, il faut réfléchir, il faut se rendre compte tout doucement de son développement. Tant qu'il est épanoui, il est épanoui. Mhm. Très bien, très bien. Non, je faisais référence à l'apprentissage. On a vu des personnes où le système scolaire n'était pas pour eux et ils se sont complètement développés Exact. et affirmés dans un système, on va dire, autre, avec 3 semaines, comment dirais-je, chez le patron et 1 semaine à l'école seulement. Et ça leur a permis, en tout cas, directement d'avoir des responsabilités et être quelqu'un. Après, il faut comprendre, alors c'est vrai que je parle à une population française qui a Oui. l'habitude de l'école en France. Et c'est vrai que la Ritaline en France n'est pas du tout une mode, à l'inverse d'Israël. C'est-à-dire que Israël marche sur un système très rapide. En Israël, on fait tout très vite. Mhm.
Et du coup, la Ritaline est vite rentrée dans les normes scolaires, malheureusement, hein, quelque part. Il n'y a pas du zèle, vous pensez pas, des professeurs? Moi, j'en veux toujours aux aux profs. Je ne profs. sais pas si ce sont les professeurs. Je pense que c'est une vision de la société israélienne Ouais. qui est poussée vers le rapide, Mhm, qui est poussée vers l'innovation. mhm. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en Israël, il y a souvent, il n'y a personne en classe. Enfin, j'exagère quand je dis ça, mais dès le plus jeune âge, les bons élèves, on va les faire sortir de la classe pour leur donner des cours de Metsuyanout, comme on Oui. dit. Les élèves moins bons, on va les sortir de la classe pour leur donner des cours de rattrapage. Oui. Et du coup, moi, je me dis, mais la moyenne, la norme, elle existe en Israël. Ouais. Et en Israël, on cherche toujours à Aller plus vite. être spécial. Ouais. Voilà. Et celui qui a des capacités à le faire sortir et à le faire avancer beaucoup, beaucoup plus vite, etc. Et je pense que la Ritaline, quelque part, est rentrée très vite dans le système. Et puis, il ne faut pas oublier que la société israélienne, c'est une société très chutzpanite, Oui. on va dire ça comme C'est ça. ça. Les jeunes Israéliens, Alors, Routspanit, on va le traduire en français Insolent. insolent. voilà, les Oui. jeunes Israéliens vont, moi je vois ça chez mes gosses, hein, les jeunes Israéliens vont oser parler à leurs professeurs comme si c'était leurs copains, C'est ça. et que des fois, les professeurs perdent pied, et du coup la Ritaline, malheureusement, ça devient une des solutions. Incroyable, incroyable. Donc, faites attention quelque part et vérifiez si réellement votre fils en a le besoin. Dans le titre de la vidéo, Ronit Cohen-Simoni, psychanalyste, on avait titré également Interprétation des rêves. Alors voilà, c'est un vague sujet, même s'il nous reste, on va dire que 15 minutes pour en parler. Interprétation des rêves. À partir de quoi on peut interpréter un rêve? Alors, Et est-ce que réellement le rêve, on s'en souvient en se réveillant? Et est-ce que parfois on réalise qu'on a réellement rêvé? Moi j'ai l'impression personnellement que je me rappelle jamais, ou alors que je ne rêve jamais. Vous me répondez quoi? alors, vous rêvez, vous êtes obligé de rêver. Ouais. C'est-à-dire que si on ne rêve pas, on meurt. Ah oui? Ouais. Oui, bah oui. Alors, j'explique. Alors déjà, une chose, l'interprétation des rêves. Pour moi, les rêves, c'est quelque chose qui m'a tout le temps aidé dans mon développement personnel depuis toute gamine. J'ai Mhm. écrit mes rêves depuis 12 ans. Ouais. C'est-à-dire que j'ai un yoman, Calendrier, un agenda. un agenda, merci beaucoup, Greg, Ouais. de rêves. Tous les matins, la première chose que je fais en général, c'est d'écrire mon rêve. Tous les matins. Ça veut dire que vous rêvez toutes les nuits. Vous vous en Oh. souvenez tout Pratiquement toutes les nuits. Pratiquement toutes les nuits. Mais vous rêvez vous aussi toutes les nuits, d'accord? Alors, le rêve, c'est une partie du moment où nos yeux, en fait, font ce qu'on appelle un rapid eye movement, c'est-à-dire qu'on a nos yeux qui bougent beaucoup plus rapidement au Mhm. niveau du cerveau. Et on rêve à peu près, je ne sais pas, 5 à 6 fois par nuit. On s'est rendu compte que si on réveillait, donc on a fait des expériences, si on réveillait les personnes pendant cette période de rêve, les personnes, petit à petit, pouvaient développer des maladies et en mourir. Oh là. C'est-à-dire que la grande question, c'est est-ce qu'on dort, et étant donné qu'on doit dormir, on rêve, ou est-ce qu'on dort pour rêver? Alors ça. Alors, Quelle question, la vérité. Mais alors, dans mon cas précis, je me sens mal, hein, vu que je me rappelle alors jamais pourquoi, d'un rêve. pourquoi les personnes en général ne se rappellent pas de leurs rêves? Alors, il faut savoir que dans les civilisations anciennes, tout le monde se souvenait de leurs rêves. Le rêve, c'était quelque chose d'extrêmement important, que ce soit dans la Yahadut, je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans le Tanakh, il y a énormément de rêves. Dans la Gemara, on dit que le rêve, ça serait 1/60e de la Nevoa, Oh de là, la prophétie qui nous reste. il y a fait. Il y a aussi une phrase dans la Gemara qui dit, je crois que c'est Masechet Brachot, qui dit que un rêve qui n'est pas analysé, c'est comme une lettre qu'on a reçue et qu'on n'a pas ouverte. Et pourquoi on ne s'en souvient pas aujourd'hui? Parce qu'on est une société, Oui. qui est complètement basée sur le quantitatif, c'est-à-dire Mhm. ce qui n'est pas vu, Mais pas le qualitatif. ce qui n'est pas, et ce qui ne nous permet pas d'avoir plus de statut, plus d'argent, plus de réussite, etc., n'est pas important. Donc Le tout notre matériel. monde intérieur, Tout ce qui est matériel. voilà, on est complètement basé sur sur le matériel, pardon. Et donc tout ce qui n'est pas matériel et tout ce qui est donc ce que j'appelle le monde intérieur ou l'inconscient, on n'a pas d'intérêt pour le matériel d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que du coup on s'en souvient pas. C'est comme un muscle qu'on faisait pas travailler. Et puis, du coup, il s'amorphit. Mais dès qu'on commence à parler des rêves, moi mes patients quand ils viennent en clinique, dès que je leur propose d'apporter leurs rêves en clinique, alors c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui me disent pourquoi,
Mais au bout d'une semaine ou deux, ils se souviennent de leurs rêves. C'est impressionnant. Alors comment on s'initie justement Voilà. si j'ai envie, voilà, à partir de demain, de me souvenir de mon rêve? Comment je peux faire? Parce que j'ai l'impression que c'est indépendant de ma volonté. Moi, En tout cas, si je vous rêverais souvenez- je rêverais de rêver, je rêverais de me rappeler de mon rêve. Comment on fait? Aux fans de Chichoun. On demande à s'en souvenir, Ah oui? tout simplement. Et ce qui est important, c'est de l'écrire, ou en tout cas de se le remémorer au réveil. Parce que 5 minutes après le réveil, il disparaît. C'est pour ça que je l'écris, moi, à la boquette, vraiment au réveil. Ça dépend pas que... Parce que peut-être je dors profondément. Non, non, Et non, donc non. je me... Rien je à me voir. non, ça n'a rien à voir. Ça a juste à voir entre le fait que nous avons donc Parce deux- que je peux aller dormir au moins crevé. Peut-être je me rappellerai de mon Ouais, rêve. ouais, ouais. Je sais pas, non. nous avons deux entités, le conscient et l'inconscient, et nous sommes complètement au service de notre conscient, de notre Mhm. moi, le moi conscient. On en a fait Ouais. presque un dieu. Et l'inconscient, qui est en fait une autre partie de nous, on l'a laissé au fond de la cave. Et pour qu'il y ait une relation, il faut bien être, il faut en prendre conscience. C'est vraiment le cas de le dire. Incroyable. Et notre inconscient nous révèle énormément de secrets, nous révèle énormément de manières de guérir. Alors à propos de la guérison, je veux quand même vous faire remarquer qu'en hébreu, le verbe lachalom, rêver, et le verbe leachlim, guérir, sont du même shoresh, sont de la même racine. Racine. Ouais. Et en hébreu, c'est pas pour rien qu'on a des mots qui proviennent de la même racine. Et qu'en fait, si jamais on est à l'écoute de notre inconscient et à l'écoute de nos rêves vont nous diriger vers ce qui est bien pour nous de faire, vont nous diriger vers des manières de guérir certains traumas ou certains blocages que nous avons, vraiment comme des lettres qui nous disent je t'accompagne. C'est comme si on avait un psy intérieur. Donc pour les personnes qui sont croyantes, c'est en fait un peu le divin à l'intérieur de nous, qui est là pour nous diriger vers un accomplissement de notre présence sur Terre, mais un réel accomplissement. Pas pour notre ego, pas pour notre statut, notre argent, etc. Mhm. Mais vraiment pourquoi nous sommes ici, chacun d'entre nous, et qu'est-ce que nous devons accomplir. Alors très souvent, moi en tout cas, je peux vous raconter que très souvent, mes rêves me montrent un chemin qui n'a rien à voir avec ce que j'ai envie de faire. Et vous écoutez. Non. Ah, alors à quoi ça sert? J'espère qu'à un moment donné, je vais lâcher prise et que je vais écouter. J'exagère, j'écoute, j'ai beaucoup de mal. C'est-à-dire que très souvent, ça va me montrer un chemin qui n'a rien à voir avec ce que mon moi conscient a envie de réaliser. Parce que moi, j'ai envie d'être quelqu'un, j'ai envie d'être connu, j'ai envie de... Enfin, j'en sais rien, Mhm. de l'argent, etc. Et très souvent, mes rêves me dirigent vers un autre. C'est comme si on avait un autre point de vue. Et vous n'avez pas voulu justement tenter ou faire une année sabbatique et de dire voilà, cette année-là, je vais écouter mes rêves et cet autre chemin ou Alors, cette je le autre fais. personnalité? Je le fais pas. Ça vaut pas la peine? Ça vaut énormément la peine. S'il y a des personnes qui ont le courage de le faire, ça peut être un développement personnel énorme. Vous pouvez être même plus vous quelque part Mais ou c'est avoir pas- carrément un peut-être. autre destin. Totalement, C'est ça? totalement. Mais il faut énormément oser. Oui. Elle pense venir travailler chez Mashkenta. Il y a... Non, mais moi, C'est mon destin. je sais que tu le peux. Il y a un prix à payer. Je vais vous raconter par exemple un rêve, parce qu'à propos guérison, c'est pas tout le temps que des grands rêves, mais il y a par exemple une patiente qui est venue il y a 2 jours chez Oui. moi, une patiente qui veut se marier, qui est une fille brillante, qui est en fin de médecine, donc qui fait son stage après la médecine, Oui. elle a déjà fini 8 années de médecine, je crois, qui est brillante, mais qui n'a pas de... mais qui n'a pas d'amis, qui aimerait se marier, qui est seule, qui a énormément de difficultés à créer des relations, Mhm. que ce soit avec des amis ou que ce soit aussi avec... Elle aimerait beaucoup se marier, elle a 28 ans, elle a peur. Elle, D'accord. c'est une fille unique, donc elle vient d'une famille très pauvre Oui. en relation. Et elle vient chez moi en thérapie à cause de ça. Problème de relationnel. Brillante. Elle est dans les livres tout le temps, donc évidemment. Et elle est aussi extrêmement dure, c'est-à-dire que dès que quelqu'un ne va pas lui correspondre, elle va couper net le lien. Et le rêve qu'elle a eu, c'est qu'elle allait à un mariage. C'est capricieux ça, non? C'est pas elle a des peurs. Ah, Une mère qui l'a laissé tomber, un père qui n'est pas là. oh là. Et donc du coup, croire en l'autre, c'est compliqué pour Mhm. elle. Et elle a très vite tendance à couper le lien dès que quelqu'un va lui dire un mot de travers pour se protéger. D'accord. Mais en même temps, elle n'arrive pas à avancer. Donc c'est un traumatisme qu'il faut régler. Et donc elle a rêvé qu'elle allait à un mariage.
qu'un mariage, elle aimerait se marier. Donc c'est la relationnelle, c'est le deux Mekudash. Ok. Et dans ce mariage, il fallait apporter à manger. C'est un mariage où tout le monde apportait à manger. Elle dit, moi j'ai été au mariage, mais un peu de force, j'avais pas envie d'apporter à manger. Il fallait mettre de l'argent. Bon, j'ai mis de l'argent, mais vraiment dans mon rêve, c'était à contre-cœur. Et à un moment donné, dans ce mariage, il y a une femme à côté d'elle qui lui demande à boire. Et cette jeune fille là qui vient chez moi, elle a tout le temps sa bouteille et elle boit énormément. Elle adore, enfin, elle a besoin de boire de l'eau. Elle a tout le temps à se promener avec sa bouteille. Donc elle donne sa bouteille à cette dame qui commence à boire et qui boit et qui boit et qui boit et qui boit. Et cette jeune fille, donc ma patiente à côté, dans son rêve, se dit, elle va plus rien me laisser à boire. Pour elle, c'est important. Maintenant, l'eau, pensez à l'eau de manière symbolique. L'eau, c'est la vie. Elle va plus rien me laisser. Et à la fin, donc cette femme qui lui a bu presque toute sa bouteille, lui rend la bouteille, et la jeune fille reprend sa bouteille vide parce qu'elle avait peur de ne plus rien avoir, du coup elle lui a tout bu, elle lui reprend la bouteille, et la bouteille est pleine. Et le rêve se finit comme ça. Et donc elle vient avec un rêve qui veut dire quoi, à votre avis? C'est pas très compliqué. L'eau, l'abondance. C'est ça, donne, tu recevras. Donne, n'aie pas peur de donner. Incroyable. Même la chose la plus précieuse qu'il y a pour toi, parce que vraiment elle est tout le temps à garder sa bouteille. On à dit chaque que fois, l'eau elle me c'est demande, tu peux bon, remplir. l'abondance. Et Nettoie donc, devant et ta donc porte. c'est incroyable comme quoi son rêve lui dit n'aie pas peur, tu vas recevoir. Et le rêve se termine comme ça. Donc à propos, voilà, la force des rêves. Moi, je vais vous poser une petite question, mais personnelle. Hein. Habituellement, je lis pas le personnel avec, comment dirais-je, avec la radio, mais bon, c'est pas grave. Mais ça me tente tellement de le faire, ça va donner une réponse à ma sœur aînée. Nous avons perdu notre maman il y a 4 mois et elle a rêvé, il y a quelques jours, et elle m'a raconté ça avant Shabbat, elle a rêvé maman, bon, sans la voir réellement, mais elle a comme accompagné vers une pièce. Et puis quand elle est rentrée dans cette pièce, il y avait beaucoup de cadeaux, beaucoup de paquets cadeaux, énormément. Et elle a vu aussi à côté, parmi donc les paquets cadeaux, un sac de sport ouvert. Un sac de sport ouvert. Un sac de sport ouvert. D'accord. Ça veut dire quoi? Alors, déjà, si vous me permettez de parler du fait que il y a des dictionnaires de symboles, de rêves, d'analyse de rêves qui vous disent le sac de sport, ça veut dire ça, l'eau, ça veut dire ça. Ne jamais analyser un rêve à travers ça, parce que ça veut rien dire. Pour pouvoir analyser ce rêve, il faudrait que j'ai votre sœur à côté pour comprendre qu'est-ce que sont les cadeaux pour elle, qu'est-ce que cela signifie. Qu'est-ce que le sac de sport fait? Elle associe un sac de sport à quoi? Et lui demander, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'analyser. C'est un conseil de notre maman, fais du sport, le sac de sport est là, je ne sais pas, fais attention à ta santé. Si ça se trouve, ça révèle un souvenir de votre sœur autour du sport avec votre maman. Je ne sais pas. C'est sûr que votre maman, elle est là comme Mélava, encore une fois, comme accompagnatrice de quelque chose de très important, parce qu'il y a des cadeaux. Donc elle l'attire vers quelque part, une abondance quelque part. Mais il faudrait plus prendre le temps de demander à votre sœur, qu'est-ce que le sac de sport? Est-ce qu'elle a des souvenirs qui lui remontent à l'esprit à travers cet objet? Ce que je veux dire, c'est que le rêve parle un langage qui n'est pas notre langage, il parle un langage symbolique. Quel est le symbole qu'il y a à travers ce sac de sport? Et tout doucement, aller à travers ses propres associations vers une analyse du rêve. Mais j'ai besoin de ces associations à elle. Très bien. Voilà. D'accord. On lui posera la question. Voilà. Je me permettrai de lui transmettre voilà, votre numéro de téléphone et on essaye toujours de comprendre. C'est un srout, je me dis, que de pouvoir rêver. Moi, j'ai l'impression, par exemple, de ne pas l'avoir parce que je ne me rappelle pas de rêve. Si vous pensez à rêver, vous rêverez. Oui. Vous vous souviendrez. Encore une fois, je répète, vous rêvez. Vous ne vous souvenez pas. C'est-à-dire qu'il y a un étec entre votre conscient et votre inconscient. Un court-circuit. D'accord, un court-circuit. Il faut remettre ça en circuit pour être beaucoup plus épanoui, en fait. D'ailleurs, le langage symbolique, plutôt que notre langage didactique nous permet de faire de l'ordre. Si je parle d'une pomme, alors je sais, nous pouvons discuter parce que nous savons tous qu'une pomme, c'est à manger. Par contre, dans un rêve, la pomme, ça peut être la pomme du jardin d'Éden, ça peut être la connaissance, ça peut être la pomme empoisonnée, ça peut être un souvenir d'enfance de quelqu'un qui va me dire pour moi la pomme c'est autre chose, ça peut être la pomme de l'Apple. Ah oui, c'est incroyable. C'est ça, un nouveau iPhone. Permet en fait le développement, c'est-à-dire qu'une chose n'est pas figée selon sa définition,
elle est tout le temps en perpétuelle transformation d'une autre mashmaout, d'une autre signification, qui nous permet à nous de grandir. On a un commentaire. Chère Laura, on va en profiter. Merci Oui. beaucoup en tout cas Ronit Cohen-Simoni. Pour ma part, c'est une question de Stivo qu'on embrasse, qu'on salue. Ah Stivo, on te salue bien Stivo, la bas. légende. Voilà. Donc pour ma part, je pense que sauf exception, la plupart du temps, les rêves sont influencés par notre quotidien et il ne faut pas en tenir compte. Alors justement, ça rejoint la question que je voulais vous poser. Est-ce que tous les rêves doivent être interprétés? Est-ce que tous les rêves ont des significations bien précises? Parce que des fois, on fait des rêves qui n'ont aucun sens. On pense faire des rêves qui n'ont aucun sens. Quand on se remémore un rêve, on dit bon, c'était n'importe quoi, c'était un rêve. À la Et base, on les rêves mélange n'ont plein de aucun choses. sens. Voilà. Exact. À la base, c'est vrai que. Alors, pour parler du est-ce que c'est que notre quotidien? Donc non. C'est vrai qu'on a des rêves, par exemple, qui vont être extrêmement liés à notre quotidien. Si jamais je vois un film de Rambo et que tout d'un coup je rêve de guerre, c'est très possible que ce soit lié au film que j'ai vu avant de dormir. C'est vrai. Donc en général, c'est vrai qu'avant d'analyser un rêve, on essaye de voir comment s'est passée notre journée, qu'est-ce qu'on a fait proche de notre sommeil. Mhm. Mais très souvent, nous avons des rêves qui nous ramènent à des comme tu dis, qui n'ont aucun sens, qui nous ramènent à des symboles, à des choses qui n'ont rien à voir avec notre quotidien. On peut, pardonnez-moi, biaiser un rêve, ça veut dire je veux quelque chose et je m'arrange à rêver ce que réellement je veux indirectement Exact. et je On me fais peut. plaisir. C'est-à-dire, oui, on peut. Oui, Il y a des contrôler un personnes rêve. qui disent, moi je contrôle mon rêve, de toute façon je sais que je rêve, et là je veux que ça soit comme ça, donc je me pousse à ce que ça finisse d'une manière ou d'une autre. C'est très dommage. C'est-à-dire qu'on reste encore au point de vue du moi, de l'ego conscient. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que notre inconscient a à dire, c'est-à-dire complètement lâcher prise, fermer les yeux, et au moment où on dort et on lâche cet ego qui est tout le temps en contrôle, on essaye de voir quelles sont les images qui vont monter. D'un autre point de vue, on parle du point de vue du soi et pas du moi. Le soi, il y en a qui parlent du fait que c'est notre mélavé intérieur, notre accompagnateur intérieur. Il y en a qui parlent du divin. Le soi, ça serait peut-être le Nitzot Eloki, L'étincelle. voilà, l'étincelle divine qui nous pousse vers ce que nous devons être. Donc non, ce n'est pas que ce qu'on a fait au jour le jour qui remonte. C'est un peu ce que Freud disait. Il disait, l'inconscient, c'est comme une poubelle. C'est en fait un peu tout ce qu'on a fait au jour le jour qui s'embrouille et qui est jeté dans cet inconscient, ou alors des traumatismes ou des choses qui sont refoulées parce qu'on n'a pas le droit au niveau de la société. Et c'est pour ça que je ne suis pas Freud. Freud, c'est vrai qu'il nous a créé, grâce à lui, on a compris qu'il y avait un inconscient. Mais après, il y a eu d'autres psychanalystes après lui, comme Jung, qui devait être son Continuateur. oui, continuateur quelque part, et puis ils se sont disputés, donc il y a eu une dispute entre deux, et Jung disait non, l'inconscient c'est un inconscient collectif, c'est quelque chose qui vient avant l'enfance, qui est bien plus grand. C'est vrai que c'est personnel, mais c'est comme si il y avait une connaissance de toute l'humanité. Ça serait un peu comme si ça reviendrait à, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire du bébé à qui, avant de naître, on lui fait un signe là, au-dessus de la bouche pour qu'il oublie tout, parce qu'il a une connaissance entière. Et ben, ça serait cette connaissance qui est à notre disposition si juste on écoutait. Très bien. Je sais qu'il y a, en tout cas, je vous remercie infiniment. Il y a beaucoup de monde. On pensait faire moins de temps, c'est sûr, à l'antenne. Surtout vous, qui avez l'habitude des plateaux de télévision. On savait qu'on allait s'étaler voilà, sur le sujet. Et il y a encore une question, mais bon, de notre cher Steve la légende. On va la donner, puis après, je crois qu'on va malheureusement s'arrêter. Je suis vraiment confus parce qu'il y a d'autres invités juste après vous. L'actualité est riche en ce moment, mais ce que je me permettrai de vous demander, bon, enfin, en tout cas, d'émission, c'est vraiment de revenir et peut-être faire carrément une émission qu'avec vous, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de questions et je crois que ça mérite largement beaucoup plus de temps à l'antenne avec votre autorisation, Ronit. Oui, donc la question de Steve, c'est il aimerait vous demander si on peut parfois être amené à vivre nos rêves ou nos cauchemars. Donc est-ce que ça va nous influencer, en fait, le fait d'avoir vécu déjà une situation, on va sûrement la reproduire inconsciemment, ou alors est-ce que justement il y a un aspect prophétique, comme vous l'avez dit au début de l'émission? Comment ça se passe? Est-ce qu'un rêve, bon, en général j'ai l'impression que non, mais est-ce qu'on peut justement être amené à réaliser ce qu'on a rêvé, en fait, Bien le sûr. rêve ou le cauchemar? C'est-à-dire que le rêve, encore une fois, selon Jung, le rêve est diagnostique et prognostique, c'est-à-dire qu'il va aussi pouvoir nous montrer un chemin ou quelque chose qui peut arriver.
Ou l'un- Tous les rêves ou Non, c'est pas D'accord. tous les rêves, encore une fois, il faut vérifier, mais en général, oui, ça va nous permettre. Je vais vous raconter un simple exemple. Une personne qui est venue chez moi qui était en burn-out, ok, et un des rêves qu'il a rêvé, c'est qu'il était super pressé et qu'il était un Ramsor, Un feu rouge. voilà, et que toutes les voitures continuent à rouler, et lui c'est rouge, et ça reste rouge, et ça reste rouge, et il ne peut plus avancer. Ok. Et il a amené ce rêve en disant je comprends pas. Donc moi je lui ai fait évidemment ce lien à ce speed qu'il a dans sa vie et qu'il le crevait, et que peut-être c'était le moment d'arrêter, Mhm. et que peut-être que son rêve lui prouvait que c'était le moment d'arrêter. Ok. Un mois plus tard, il était en hôpital psychiatrique. Il a tout arrêté. Waouh. Donc, ça serait comme si que... Alors, c'est pas prophétique au sens... il a pas révélé l'avenir, mais c'est comme si à l'intérieur de lui, il avait une connaissance bien plus profonde de ce que lui, personnellement, il voulait voir, qui lui disait, mais si tu t'arrêtes pas, on va t'arrêter obligatoirement, quoi. Incroyable. Donc là, dans ce cas, il est important, effectivement, de bien interpréter. C'est une question... Ouais. Alors, l'interprétation, très importante, deux choses très importantes. Dans la Torah, il y a aussi, donc on parle d'interprétation de rêve, il y a aussi un exemple d'une personne qui a été voir 100 interprétateurs de rêve, et Oui. il est sorti avec 100 interprétations différentes. Voilà. C'est ça. Donc qui est allé voir dans des cas comme ça? Exactement. Alors, les 100 interprétations ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas Mauvaise. bonnes, mais Ouais, ouais. des fois, on peut interpréter d'une manière ou d'une autre. Ce qui est très important pour l'interprétation, Mhm. c'est que ça fasse clic avec la personne qui rêve. Et à chaque fois que je pose une question et je dis est-ce que ça te paraît juste, il faut que ça le touche. Si jamais ça n'a aucun sens, bien que l'interprétation n'a rien à voir pour lui, ne le touche pas, c'est pas ça. Mhm. Donc c'est vraiment à travers la personne qui a rêvé. C'est ça. Moi, en tout cas, mon rêve pour un rêve, je vous dis sincèrement, et ça va sûrement faire sourire certaines personnes, je pense que je ne suis pas le seul, c'est de rêver un jour les bons numéros du loto. Ah bah oui, évidemment. Hein, on en a tous rêvé, non? Évidemment. Ça serait... Mais c'est peut-être déjà arrivé. Hein. Et Hollywood, moi j'avais entendu une histoire comme ça. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de scientifiques, par exemple, qui ont des blocages et qui rêvent la solution à travers leurs rêves. Énormément. C'est connu. Et on arrive en tout cas à la fin de cette intervention qui méritait effectivement, même si elle dure déjà pratiquement depuis 55 minutes, je ne sais pas qui ont des origines en tout cas de Tunisie ici dans le studio, mais pratiquement 55 minutes. Ah, c'est vrai? Vous? Pas du On y est? Ah bon, d'accord. Bien que le 5 dans le rêve est très important comme symbolique. Ah, mais très bien, on en parlera en tout cas avec plaisir dans une prochaine émission. On nous demande vos coordonnées, c'est ce qu'on allait faire en tout cas à la fin voilà, de cette intervention radiophonique. Donc peut-on vous demander votre numéro de téléphone? Et Ouais, est-ce que bien vous êtes sûr. d'accord quand on donne le numéro de téléphone à Radio Futé? Sachez qu'après vous n'allez plus dormir. À ce point-là. Donc je suis embêté parce que vous n'allez plus rêver. Ah non, le rêve d'abord. Ah, le rêve d'abord. Alors donc dans des horaires de bureau, hein, merci de respecter cela. Voilà. Pour notre psychanalyste, donc Ronit Cohen-Simoni, vous pouvez la contacter avec grand plaisir. Ouais. Alors, Au le numéro 54 811 20 19. Donc ça, c'est pour mon numéro de téléphone. On va le rappeler, hein, pardonnez-moi, pour le cellulaire, alors 054, oui, 811 20 19. parfait, c'est noté. Oui, je l'ai noté aussi sur, C'est le, parfait, sur c'est le live. magnifique, j'étais persuadé, quoi, la cavote de cette rapidité. Autrement, on peut vous Alors- contacter, je crois que alors, vous avez une sinon, page. Alors, j'ai une page web parce que je fais de l'analyse de rêve en ligne. Mais malheureusement, je suis tellement pas nulle en pub, c'est que je me souviens pas de mon site. Donc, je vais vous le transmettre Voilà. et puis vous Le vous mieux, c'est qu'elle nous l'écrirez. transmette et on le mette. Et sinon, donc c'est possible de faire de l'analyse de rêve en ligne. Oui, Et sinon, je reçois donc à Jérusalem, à la Moshava Germanita Emek Rephaim, où j'ai mon cabinet privé. d'accord, très bien. Donc maintenant, s'il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Jérusalem, Donc, vous en vous ligne. déplacez en ligne. Je me déplace que donc pour des ateliers de rêve, c'est-à-dire que faire des soirées où je fais un atelier de rêve, c'est une initiation vraiment à l'analyse de rêve. Vous pouvez nous y convier avec Greg. Moi, je rêverais Donc, passer une d'accord. soirée de Pour la rêve prochaine- la avec, prochaine- voilà, avec Et vous, vous passez une soirée Greg. de rêve. Très bien. Avec plaisir. En tout cas, on vous remercie, mais très sérieusement, merci de nous avoir quelque part éclairés. Pour ma part, j'ai l'impression que c'est un srout de pouvoir rêver. Je trouve que c'est une chance pour ceux qui arrivent à rêver. On se le souhaite. Merci de nous avoir éclairés également au niveau de l'addiction, hein, de la dépendance. J'aurais voulu qu'on s'étale encore un peu plus sur on est dépendant de quoi réellement. Est-ce que chaque personnage sait réellement s'il est dépendant de quelque chose?
On a parlé d'ego, on a parlé de son moi, de sa carrière, etc. Vraiment, dès que vous pouvez, je me ferai un plaisir de vous accueillir à nouveau. Voilà, on vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ronit Cohen-Simoni. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à poser des questions, en tout cas à notre psychanalyste, hein, Ronit Cohen-Simoni. Elle répondra directement, même si elle n'est pas trop réseaux sociaux. Mais là, bon, Ça commence. voilà, ça commence. Il y a du monde au portillon, c'est le cas de le dire, sur les réseaux sociaux. Donc, elle se fera un plaisir de. Voilà, et merci. Je voulais remercier infiniment notre Greg international hein, de Mashkanta, dont la réputation n'est plus à faire, à Ra'anana, mais également aujourd'hui sur la place donc, du Kikar Hatzmaout. On peut faire une petite actualité rapide sur justement Mashkanta Écoute, ou la semaine prochaine. Non, on va faire la semaine prochaine. Et c'est toujours. Pour moi, on parle tout le temps de l'humain quand on parle de crédit. On parle de l'humain, on parle des banques. Et quand tu te retrouves à côté d'une personne comme Ronit, tu te rends compte à quel point tu es loin de parler de l'humain quand tu parles de crédit immobilier. Voilà. Tu parles plus de matériel. Et je tiens à dire à Ronit que personnellement, c'est un honneur pour moi qu'elle soit venue et j'espère que les gens vont la connaître parce que c'est quelqu'un qui connaît très très bien son métier. Non, ça fait du bien. En plus de ça, je sais qu'elle s'est focalisée beaucoup plus vers une clientèle, on va dire, israélienne. Hein. C'est vrai que ça fait Voilà, longtemps que je suis voilà. en Israël. Beaucoup plus que francophone. Bon, nous, on a besoin de vous. Hein, croyez-le, le Migzar Hatzarfati ou Gam Khashouv, il est déjà nombreux hein, ici en Eretz Israël. Et merci en tout cas d'avoir eu la gentillesse d'accepter de venir à la radio par l'intermédiaire de Greg. Et croyez-moi, vous avez fait du bien à nombreux et à nombreuses personnes, en tout cas sur les réseaux sociaux. On a vu la fréquence Laura, vous allez le confirmer. Il y a eu beaucoup de monde ce matin. Beaucoup de spectateurs, effectivement. Merci beaucoup. Alors à une prochaine. On va rappeler vos coordonnées, si ça ne vous dérange pas pour terminer. Cher Ronit, Alors, votre je peux cellulaire. vous donner 054 811 20 19. Merci beaucoup. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup Greg. Et au plaisir en tout cas de Shavuot. voilà Shavuatov de vous retrouver. Chers auditeurs et auditrices, restez hein, sur le live. On va le couper pour quelques minutes et on va retrouver notre ami Eric Zerbib pour parler de l'actualité. Il se passe un tas de choses. En tout cas, c'est vrai dans le monde entier. On va parler également de l'Iran, de l'Irak, des États-Unis. Il y a une belle analyse. En tout cas, vous connaissez Eric Zerbib. Il aime bien mettre les points sur les i et les barres sur les t. C'est dans une poignée de secondes sur Radio Futé. Restez bien branchés.